Mesdames et messieurs, rebonsoir, puisque je n'avais pas tout à fait maîtrisé la technique. Je suis ravi de vous accueillir à notre webinaire du chiffre ce soir. Au nom de WeLink, au nom de nos partenaires du jour, la société Closing, que vous allez apprendre à mieux connaître si vous ne la connaissez pas encore, et la banque AXA Crélan. Je vais commencer par une brève introduction de WeLink pour vous expliquer ou vous rappeler qui nous sommes. J'aurai ensuite le plaisir de passer la parole à Thierry Dehoux qui nous présentera l'actualité ou la manière aujourd'hui dont les fusions-acquisitions se font. Dans un sujet qui est un sujet d'actualité, vous le savez probablement, la Belgique possède un tissu énorme de très petites ou de petites et moyennes entreprises, plus d'1 million de sociétés pour une population de 11 millions d'habitants, c'est pas mal. Nous sommes largement au-delà des statistiques européennes et l'idée évidemment est aujourd'hui de parler de la cession et de la transmission de ces PME. Mon rôle aujourd'hui, c'est non seulement de présenter WeLink, mais surtout de mettre en exergue la complémentarité de nos métiers. Nous sommes tous présents dans des métiers du chiffre et l'idée est évidemment que ceci soit l'occasion, l'opportunité pour nous de croiser nos compétences, croiser nos clients afin de leur rendre encore un meilleur service. Si nous pouvons atteindre ce but aujourd'hui, je crois que ce webinaire aura toute sa pertinence. Pendant les exposés, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat qui est à votre disposition sur l'écran. Nous les rassemblerons pour les traiter par thème. Nous n'aurons probablement pas le temps de répondre à toutes les questions. Pardonnez-nous pour cela, mais le but n'est pas de vous tenir trop longtemps, même s'il n'y a pas de match de football ce soir. Je vais commencer peut-être par vous présenter qui nous sommes chez WeLink. WeLink est une société qui, en taille, a pris au fur et à mesure des fusions et acquisitions une place et un rôle important, puisque nous comptons aujourd'hui à peu près 400 collaborateurs répartis dans une vingtaine de bureaux qui vont de Arlon à Bruges, en passant par une présence assez importante à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Notre offre de service, eh bien, nous sommes au départ principalement connus comme courtier en assurance et pension, placement et solutions bancaires. Pardonnez-moi, il y a un petit timer qui va trop vite. En immobilier d'investissement pour les clients qui cherchent des cibles à acquérir et évidemment pour les financer en crédit hypothécaire, puisque nous finançons chaque année plus ou moins 500 millions de crédits hypothécaires. Notre mission, eh bien, elle est simple, elle est d'assurer à nos clients une sécurité financière tout au long de notre vie avec une petite ligne de dire, voilà, vous vivez, nous assurons, you live, we secure. En termes de complémentarité de nos métiers, je l'ai dit en commençant, eh bien, si on prend la vie d'une entreprise, si on considère cette ligne comme étant peut-être une ligne du temps, avec, mesdames, messieurs, décidément, cette transition de slide est embêtante. Voilà, je reviendrai en arrière, pardonnez-moi. Cette gestion comptable, évidemment, que vous assurez pour la vie de cette entreprise, eh bien, elle va être complétée, elle va être complémentarisée par nos différents métiers. WeLink, nous pouvons intervenir avant ou pendant la vie d'une entreprise, non seulement en termes de risk management, tout ce qui est risque divers des entreprises. Nous avons un département corporate qui est extrêmement pointu dans le domaine, mais plus précisément dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, dans tout ce qui est planification patrimoniale globale. Quelle est la place que un actionnaire, que la valeur économique d'une société reprend dans le patrimoine de nos clients? Notre rôle, c'est de les aider à mettre les pièces de leur puzzle dans le bon sens. Évidemment, un propriétaire de PME, une entreprise par exemple familiale, le sujet dont nous parlons régulièrement, c'est le fait de dire l'actionnaire, le fondateur ou la Xème génération a-t-elle besoin, le jour où elle va céder son entreprise, d'une contrepartie économique ou pas? Si c'est le cas, on ira plutôt vers une cession, on sera en plein dans le sujet du jour. Si il y a un processus plutôt de transmission à la génération suivante, on sera plutôt dans un processus de donation ou de structuration patrimoniale pour transférer la contre-valeur économique d'une entreprise à la jeune génération. Donc, dans le cas des cessions, eh bien, nous pouvons évidemment nous adresser à des gens extrêmement pertinents et compétents. C'est la raison pour laquelle nous avons des invités de marque aujourd'hui dans ce thème-là. Le jour où vous aurez besoin de préparer, hein, et Thierry Dehoux nous expliquera les différentes phases de transmission d'une entreprise, ou en tout cas d'avoir des spécialistes qui accompagnent avec vous évidemment les processus de transmission, eh bien la société Closing pourra intervenir à ce moment-là.
Qui dit cession, qui dit vente, dit évidemment possibilité d'achat pour un repreneur. Et c'est là que nous aurons l'occasion, avec Alexia, d'aborder les solutions qu'AXA Crélan nous propose aujourd'hui. Suite à leur fusion entre AXA Bank et Crélan, cette banque est devenue un interlocuteur majeur sur le marché belge, comme vous le découvrirez. Et Willing, j'ai toujours tendance à dire à nos amis de chez Closing, les amis, travaillez bien, le fait que le vendeur est un joli chèque à la fin du process, eh bien, nous pouvons aussi nous occuper de l'intégration du produit de la vente dans un patrimoine de nouveau, que ce soit avec un volet financier d'optimisation de revenus, mais également dans un volet successoral si on veut planifier une transmission horizontale entre conjoints ou verticale vis-à-vis des enfants. Voilà donc un peu, je pense, un petit slide qui illustre magnifiquement avec un interlocuteur permanent dans ces missions, qui est évidemment vous, avec votre gestion comptable, qui prenez une part prépondérante dans l'assistance et le conseil à nos clients communs. Je ne résiste pas à la volonté de passer la main à mon ami Thierry, qui va mieux que moi vous présenter qui il est exactement et surtout ce que la société Closing fait comme type de business et comment elle le fait justement. Thierry, the floor is yours. Merci Gilles. Donc, pour qu'il y ait un chèque à la clé, il faut qu'il y ait quand même une bonne préparation de la société au préalable. Et l'objet de mon exposé aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des comptables, experts comptables et professionnels du chiffre que vous êtes sur la manière justement d'aider vos clients à valoriser au mieux leur société pour que le chèque dont on parlait tout à l'heure soit maximisé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots d'abord sur Closing. Nous parlerons ensuite de l'évaluation financière, de l'évaluation qualitative et du processus de cession-acquisition qui fait que, in fine, les valorisations aboutissent sur un prix de cession. Closing, en quelques mots, c'est une société fondée il y a une douzaine d'années, un cabinet qui est spécialisé à 100% sur la problématique des fusions-acquisitions à destination de PME essentiellement familiales. Donc nos clients sont des entrepreneurs, mais également des actionnaires qui sont eux-mêmes gérants de leur société. Pour offrir la gamme de services qui est la nôtre, eh bien, nous sommes également dotés des ressources humaines pour ce faire. Donc, nous sommes 3 associés chez Closing avec 3 collaborateurs ainsi qu'un développeur freelance qui est plutôt actif sur la région de Tournai. Ça veut dire 7 personnes full-time dédiées intégralement à la problématique des cessions et des acquisitions. Alors pour ce faire, nous avons un siège principal qui se trouve à Namur, je veux dire où nous travaillons au quotidien. Mais comme nous avons le souhait d'être proche de nos clients, nous avons également des bureaux d'accueil qui se trouvent dans chacune des provinces wallonnes. Vous avez là la carte devant les yeux. Ce sont là que nous rencontrons nos clients qui souhaitent que les premières rencontres se fassent de manière tout à fait confidentielle. Et c'est là également, lorsqu'il faut faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs, donc des cédants et des repreneurs, nous organisons également nos réunions. Alors, nous appelons closing, c'est-à-dire que notre ADN et notre objectif principal, c'est d'aboutir à une transaction. C'est la colonne de gauche qui est présentée ici sur le slide. Donc, faire aboutir des cessions. 3/4 de nos interventions sont côté cédant. Nous travaillons essentiellement pour le patron de la société. Il n'empêche que nous pouvons également intervenir pour des acquéreurs qui nous sollicitent pour un accompagnement ponctuel ou de temps à autre également pour trouver une contrepartie à acquérir. Et dans une moindre mesure, nous travaillons également dans le domaine des transmissions familiales, pas pour faire de la planification successorale comme le fait très bien Willing, mais plutôt lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux pour essayer de trouver un prix de convenance qui puisse convenir à la fois aux cédants, repreneurs et qui ne soit pas trop lourd à supporter pour la société. Nous intervenons également dans la valorisation de sociétés dans le cadre de levées de fonds pour lesquels nous cherchons des investisseurs qui entrent généralement dans l'actionnariat de la société. Alors, nous ne sommes pas simples intermédiaires, passeurs de plats, mais également conseillers financiers pour arriver à faire de belles transactions et mener les missions de A à Z comme nous avons la volonté de le faire. Il faut pour ça maîtriser le B.A.-ba et plus que le B.A.-ba, avoir l'expertise nécessaire en corporate finance, donc en finance d'entreprise, ce qui nous permet de faire nos évaluations nous-mêmes, de faire les plans financiers lorsqu'il s'agit de reprendre une société, d'accompagner également les acquéreurs dans le reporting et dans le suivi de leur acquisition.
Voilà, je vais passer très rapidement sur nos références. Donc, plus d'une trentaine d'entreprises en portefeuille, un petit peu plus pour l'instant, une quinzaine de transactions réalisées chaque année dans des valorisations situées entre 1 et 15 millions d'euros. Nous sommes multisectoriels, nous sommes donc 4x4, caméléons, enfin, on s'adapte à tous les environnements et à tous les écosystèmes pour pouvoir au mieux vendre la société. Important également de vous signaler que nous sommes un des 3 membres fondateurs de l'UPIC, qui est l'Union professionnelle des intermédiaires en cession d'entreprise, parce qu'a priori, n'importe qui peut faire notre métier. Donc, nous avons jeté les bases d'une association professionnelle qui permet aujourd'hui de cadrer progressivement le métier et promouvoir le métier d'intermédiaire en cession d'entreprise. Et pour information, nous sommes également labellisés Chèque Entreprise, ce qui permet de faire intervenir la région wallonne, dans certains cas jusqu'à 75% dans nos coûts, dans les coûts d'intervention dans la facturation que nous émettons à destination de l'entreprise. Je vous disais que nous étions 4x4 et multisectoriels. Vous avez là quelques exemples de sociétés pour lesquelles nous sommes intervenus. Vous pouvez les prendre un peu dans tous les sens. C'est de la construction, c'est de l'assurance. Nous cédons même des portefeuilles d'experts comptables, donc de fiduciaires. Nous avons aidé certaines fiduciaires à en acquérir d'autres. Nous sommes dans le domaine des grossistes, de l'alimentaire. Enfin, vraiment un peu de tout, comme dans les fromages belges. Voilà. Alors, l'évaluation financière. Une petite demi-heure devant moi, donc ça va être assez difficile de faire un cours de corporate finance, mais simplement attirer l'attention sur 3 approches qui sont complémentaires lorsqu'on décide d'évaluer une société. Alors, pourquoi évaluer une société? Tout simplement pour faire une évaluation patrimoniale. Quand Wheeling planifie l'avenir financier d'un chef d'entreprise ou de sa famille, il faut savoir aujourd'hui sur quelle base on peut partir, et donc l'évaluation patrimoniale est importante. Donc, il ne faut pas nécessairement être à la veille ou à l'avant-veille d'une session d'entreprise pour décider de l'évaluer. Dans le cas de transmission familiale, de succession quand c'est moins heureux, de cession externe, ou dans le cas d'acquisition lorsqu'il s'agit d'entreprises qui sont orientées vers une croissance externe par acquisition. C'est nécessaire également, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le cadre de levée de fonds ou d'augmentation de capital, lorsqu'il y a une entrée de co-investisseurs dans la société. Et alors, parfois, on n'y pense pas, mais on a de plus en plus de missions où nous accompagnons le patron d'entreprise à intéresser ses collaborateurs à la valeur de la société et au capital de la société. Donc, c'est une manière de fixer le personnel en lui offrant des options, donc des plans d'options sur les parts de la société. Donc, ça nécessite également de valoriser la société au moment où on donne cette option et chaque année de mesurer la croissance de la valeur de la société pour incentiver les cadres au développement de la société. Ça peut être également intéressant d'avoir une valeur de la société dans le cadre de négociations bancaires ou tout simplement, parfois, certains veulent se comparer, donc faire des benchmarks de la valeur de leur société rapportée aux agrégats financiers et de comparer cela à d'autres sociétés dans le même secteur ou des sociétés, voire des sociétés cotées. Alors, les 3 méthodes dont je vais vous parler, vous les connaissez certainement, mais je vais essayer d'attirer l'attention sur les points qui, justement, servent à préparer la société. Donc, il y a la méthode patrimoniale, la méthode des comparables, souvent appelée multiple des EBITDA, donc des excédents bruts d'exploitation. Et puis, il y a une méthode plus prospective qui est la méthode basée sur l'actualisation des rendements futurs. Alors, la méthode patrimoniale est schématisée ici sous vos yeux. Vous avez à gauche du schéma une présentation très schématique du bilan d'une société, avec d'un côté l'actif, de l'autre côté le passif. Au passif se trouvent en grisé les fonds propres, l'actif net comptable de la société. Alors, cette première méthode consiste en fait à faire quoi? À réévaluer si nécessaire certains actifs, à en dévaluer s'ils n'ont pas leur valeur bilantaire. Idem au niveau des passifs, mettre en évidence certains passifs latents, de manière à apporter soit des plus-values, soit des moins-values aux fonds propres de la société pour avoir ce que l'on appelle, et c'est le bloc de gris, en gris tout à fait sur la droite, l'actif net comptable corrigé. Donc, vous avez sous les yeux ici les différents paramètres qui interviennent donc dans cette évaluation. L'actif net, donc la valeur comptable des fonds propres, j'en ai parlé.
Alors, ces plus et moins-values au niveau des actifs, ça peut être quoi? Bien, classiquement, les immeubles qui sont repris à leur valeur résiduelle comptable dans le bilan. Ça peut être certains stocks qui sont sous-évalués ou surévalués. Ça peut être également des équipements qui parfois ne sont même plus dans le bilan, des voitures, des machines, des rayonnages, que sais-je. Et donc, il faut procéder à une évaluation de la valeur vénale de l'ensemble de ces actifs pour pouvoir en dégager leur valeur réelle. De l'autre côté du bilan, même chose, voir du côté des dettes s'il n'y a pas certains impôts latents. Sur certaines réserves immunisées, par exemple, ou certaines provisions qu'il aurait fallu faire pour des litiges qui sont identifiés aujourd'hui. Et donc, le but là est d'identifier les différentes moins-values à apporter au bilan de la société. Alors, ces plus et moins-values dites latentes parce qu'elles ne sont pas exprimées dans le bilan, ne sont pas simplement additionnés ou retirés à 100% du montant des fonds propres. Parce que si elles étaient exprimées, ces plus-values seraient taxables à l'impôt des sociétés. Si l'impôt est de 25%, il faut donc appliquer une décote sur les plus-values et inversement sur les moins-values, appliquer une économie d'impôt sur ces moins-values. Alors, tout dépend du rapport qu'il y a entre acheteurs et vendeurs. Si les rapports sont équilibrés, bien, généralement, l'idée est de couper par deux ce qu'on appelle la latence fiscale et donc d'appliquer une décote qui n'est pas de 25% sur les plus-values, mais plutôt de 12,5%, voire dans certains cas 20%. Donc, en termes de préparation, important de pouvoir aujourd'hui maximiser les fonds propres de la société et de pouvoir également anticiper et valoriser les plus-values latentes. Je n'ai pas parlé des créances. Nous avons un gros travail souvent à faire au niveau des créances parce que je ne vais pas l'apprendre à des comptables, on a parfois des clients qui sont très optimistes sur les taux de récupération de leurs créances. Il faut savoir qu'au moment où ils céderont leur société, ils devront donner une garantie d'actifs et de passifs. Donc, si là-dedans, il y a des créances qui sont irrécupérables ou s'il y a des litiges, vient de céder une société dans le domaine de la construction que l'on devrait anticiper, c'est important d'avoir ça de manière précise pour ne pas avoir de mauvaises surprises après la cession lorsqu'il s'agit d'intervenir comme vendeur sur des créances qui sont irrécupérables ou c'est des litiges qui surviennent. Parce qu'à ce moment-là, on le fait certes à partir du prix de cession qu'on a perçu, mais on le fait sur base de son capital privé. On n'est plus en société au moment où on doit intervenir en garantie. Je vais passer ces exemples parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Simplement, bien voilà, il s'agissait en fait d'une société ici qui était un négoce, gros magasin de bricolage à destination des professionnels. Cette société avait des fonds propres de 3 600 000 euros. En faisant l'ensemble des correctifs au niveau du bilan, plus-value et moins-value, eh bien, nous avons ajouté dans l'exemple qui se trouve ici, 260 000 euros fonds propres pour avoir l'actif net comptable corrigé et porter la valeur de la société uniquement sur son bilan patrimonial, souvent à l'année N-1. Hein. Quand on termine ici l'année 2022, on n'a par exemple pas encore les comptes forcément en 2022, mais on fait une photo des bilans au 31 du 12 2021. Donc dans le cas de la société ici, 3,6 millions de fonds propres, 260 de plus-value latente décotée à 50% de la latence fiscale, ce qui nous fait un actif net comptable corrigé de 3,8 millions. Alors cette méthode, elle est assez facile, c'est des plus et des moins, mais ça donne aucune idée à ce stade-ci de la capacité de la société à rembourser ce prix de 3,8 millions qu'on vient de calculer. On n'a aucune idée de la rentabilité financière de la société. D'où l'intérêt de comparer cette approche purement bilantaire à une approche basée sur le compte de résultat qui en fait consiste à appliquer un multiple sur ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, l'EBITDA en bon français, en bon anglais. Donc, en appliquant un multiple sur un EBITDA, j'expliquerai un peu tout à l'heure, un EBITDA normalisé, donc le cash flow qui a le plus de chances de se reproduire dans le futur, on obtient ainsi, c'est ce qui est expliqué à gauche dans le schéma, la valeur de l'actif économique de l'entreprise, donc la valeur d'entreprise d'une part,
À cette valeur d'entreprise, il faut ensuite soit ajouter la trésorerie excédentaire, c'est le petit bloc qui est en vert au milieu du schéma, et retirer les dettes financières ou ce qui peut être assimilé à de la dette financière, pour obtenir ainsi à droite la valeur des parts des sociétés. Ça a l'air assez évident, mais bien souvent, comme dans l'autre méthode, les patrons ne voient que la colonne de gauche, à savoir les actifs, et ils ont tendance un peu à oublier les passifs. Dans cette méthode également, ils appliquent souvent un multiple sur leur cash flow, mais ils oublient de retirer les dettes financières lorsqu'il y en a. Et quand il y a de la trésorerie excédentaire, généralement, ils n'oublient pas de l'ajouter au prix de cession. Donc, cette méthode consiste à faire quoi? À déterminer d'abord un excédent brut d'exploitation normalisé. Alors, nous sommes, lorsque nous faisons cette méthode, obligés de retraiter les comptes. Non pas que les comptables ont mal fait leur travail, mais probablement que Willing, parfois, passe avant nous et a convaincu le patron, par exemple, de faire un gros back service au niveau de sa pension. Tant qu'il pouvait, tant qu'il pouvait. Tant qu'il pouvait, tant qu'il pouvait. Et donc là où d'habitude, il prenait 10 000 euros par mois, 120 000 euros par an, Willing l'a convaincu de réaliser un back service fantastique de 50 voire 80 000 euros. Voilà, parce que jusque-là, la règle des 80% le permettait. Eh bien, donc, cette rémunération normale de 120 000 euros est portée à 200 000 euros. Donc la différence, à savoir 80 000 euros, vient amputer le bénéfice de l'année et vient amputer les cash flows de l'année. Donc un correctif que nous faisons en premier, c'est de rectifier la rémunération perçue par le dirigeant d'entreprise au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années pour pouvoir réintégrer l'excédent de cette rémunération au bénéfice, ou inversement, quand il s'agit d'un patron qui n'a pas l'occasion de se payer ou qui se paye trop peu, on diminue les bénéfices et on diminue les cash flows de cette rémunération si elle est inférieure. Et là-dedans, on ne veut pas entendre parler du black parce qu'on ne peut pas le rajouter dans la valorisation. Donc, Monsieur Dehoux, Serge, je devrais percevoir 120 000 euros. Au bilan, il n'y en a que 80. Les 40, vous savez, tant pis. Nous, on corrige la rémunération sur base de ce que l'on peut voir dans les comptes. Donc, le black, on le prend une fois, on ne le prend pas deux fois dans le prix de cession. Voilà. Donc, première chose, c'est de déterminer un EBITDA normalisé, de regarder au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années quel était le niveau d'EBITDA. Alors tout simplement, on fait un peu de l'histoire comptable là, non pas pour la beauté du geste, mais pour essayer de voir quelle est la récurrence de ces résultats. Alors si on est sur une entreprise qui est stable, normalement on devrait avoir des EBITDA, donc une moyenne qui est assez stable. Si on a une société qui est en croissance, ça ne sert pas à grand-chose de regarder les EBITDA historiques parce qu'on va tirer vers le bas la valeur de la société en allant chercher des niveaux de rentabilité, qui ne vont plus se reproduire parce que la société est en croissance. Inversement, si la société est en décroissance, là, il faut se poser la question de savoir si les résultats du passé sont encore révélateurs de ce que sera le futur. Et alors, une grosse normalisation qu'on doit faire de manière ici plutôt conjoncturelle, ce sont des normalisations liées aux années 2020 et 2021 que nous avons vécues, où certaines entreprises ont été terriblement impactées par le Covid et d'autres en ont profité. Enfin, quand je dis profiter, elles ont eu leur chiffre d'affaires gonflé de par les besoins qui se sont créés pendant ces périodes. Donc, la question se pose souvent de dire, mais 2020, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle est malgré tout pertinente si l'entreprise a fonctionné plus ou moins normalement, ou généralement on exclut cette année du calcul de la moyenne parce qu'elle n'est pas révélatrice de l'activité normale de la société. Vient ensuite la question, à partir du moment où on a déterminé cet EBITDA, du multiple à appliquer. Alors là, je vais directement passer à ce slide qui est en fait issu du moniteur M&A publié par l'Avley Greek School chaque année et où participe également la région Wallonne à travers de la SOALFIN, qui interroge des cabinets comme le nôtre, j'imagine certains experts comptables, avocats ou autres qui ont accompagné des transmissions d'entreprises en leur demandant justement à quel prix ces transactions se sont faites et quels étaient donc les agrégats financiers, EBITDA, trésorerie, dette de la société,
pour déterminer une statistique des multiples. Et donc, vous voyez, ici, ce sont les chiffres 2022 base compte 2021. Plus la société est petite, là, schéma du haut, plus les multiples sont bas. Des sociétés de moins d'1 million d'euros, le multiple était en 2021 en moyenne de 4,5. Par contre, une société de plus de 100 millions, le multiple était de 9 dans le schéma qui est là, en moyenne. Et vous voyez également que les bâtonnets vont en grandissant. Donc, on a connu jusqu'en 2021 une croissance chaque année des multiples appliqués sur les transactions. Ces multiples, c'est un petit peu tassé en 2021. Je suis impatient de voir ce qu'il en sera pour 2022 avec cette problématique énergétique et de guerre en Ukraine qui impacte également les résultats. Donc, tout ça pour vous parler du multiple. Encore ensuite, faut-il, donc sur base du multiple et de l'EBITDA, on détermine la valeur de l'entreprise. Pour obtenir la valeur des parts, il faut retraiter, il faut ajouter à ça le cash excédentaire et la dette financière de la société. Alors, le cash, il doit bien s'agir du cash excédentaire. Ce n'est pas parce qu'il y a 500 000 euros sur les comptes qu'on peut dire que l'acquéreur pourra utiliser ces 500 000 euros pour payer son acquisition. Si la société a besoin d'un fonds de roulement de 200 000 euros, le cash excédentaire ne sera dans mon exemple que 300 000 euros. Et donc, il faudra ajouter à ce moment-là au prix de cession non pas 500, mais 300 000 euros. Inversement, les dettes financières de la société doivent être retirées de la valeur d'entreprise et les dettes financières assimilées. S'il y a des dettes importantes de la société vis-à-vis des gérants, donc des comptes courants qui sont aux créditeurs, si le gérant n'avait pas avancé cet argent, il aurait fallu aller à la banque ou trouver cet argent ailleurs. D'ailleurs, le cédant généralement demandera de pouvoir récupérer ses comptes courants au moment de la cession de la société. Et donc, si l'acquéreur ne veut pas reprendre ses comptes courants, les rembourser, il faudra que la société s'endette pour le faire. Donc, ces comptes courants se transformeront en une dette financière au moment où on fera la transaction. Donc, ces éléments-là sont à retirer de la société. Donc, dans l'exemple que je vous montre ici, eh bien voilà, on avait apporté un certain nombre de corrections, de normalisations, liées d'une part à la rémunération des gérants et liées d'autre part ici à un système de stock qui était un peu rock'n'roll dans le cadre de cette société-là. Et donc, on a dû redresser les variations de stock sur plusieurs années pour produire des cash flows qui étaient dignes de ce nom. Et là, vous voyez que les cash flows, alors c'est assez petit à distance, donc je vais prendre mon petit copion, ce sera plus facile pour moi de lire cela. Voilà. Eh bien, l'EBITDA normalisé de cette société varie selon les moyennes que l'on prend entre 450 et 500 000 euros. Donc, on a un range de plus ou moins 10%, ce qui montre que là, on est dans le bon par rapport à une société ici qui était ni en croissance ni en décroissance et qui était relativement stable. Cette moyenne d'EBITDA normalisée de 450 à 500, nous l'avons multipliée ici par un multiple de 5,3, c'est 7,57 moyenne des cotes des liquidités de 30%, je vous passe les détails, pour obtenir une valeur d'entreprise qui tournait aux alentours des 2,3 millions, 2,5 millions, 2,7 millions selon les années. Endettement financier déduit et cash ajouté. Cette société, la valeur de cette société variait entre 4 millions et 4 300 000 euros. Petite zoom sur certaines corrections dont je n'ai pas parlé au niveau de la trésorerie. Donc, c'était une société ici qu'on appelle en partie tirelire, c'est-à-dire qu'elle avait non seulement pas mal de trésorerie sur les comptes, mais qu'elle avait également fait des avances à des sociétés sœurs qui lui ont été remboursées préalablement à la cession. Et donc, le cash excédentaire, qu'est-ce qu'on en fait? Soit le cédant le sort, s'il est en personne physique, il y a un précompte qui va de 10 à 30% s'il y a ou pas réserve de liquidation sur la distribution de dividendes. Donc l'acquéreur va se dire, bah, écoutez, moi je ne suis pas trop intéressé par ce cash, retirez-le. Et si vous le laissez, bah, moi je suis intéressé à vous le prendre, mais moyennant une décote également sur la taxation que vous auriez dû subir. Et donc voilà, il se fait que parfois cette trésorerie peut être négociée également. Donc c'est le petit calcul qui est là sur la droite. Je suppose que les slides seront distribués par la suite, donc je vous laisserai analyser le détail par vous-même. Et puis, troisième, donc voilà, ça c'était la deuxième méthode appliquée sur les multiples de l'EBITDA. Donc, c'est une méthode historique
Oui, donc si vous allez sur le site de l'Avlery School ou de la Soalfin Transmission, vous allez trouver ce M&A Monitor où il y a également une variation des secteurs, des multiples par secteur. Alors après nous on jongle avec ça et on croise, mais c'est vrai que si on a une société pharmaceutique qui en plus est une entreprise de grande taille, on sera plutôt sur un multiple de 9. Après si on a une petite société pharmaceutique, voilà, il faut jongler aussi et croiser un peu les multiples pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Alors, la troisième méthode, c'est la méthode préférée des acquéreurs et c'est la méthode préférée également, je vais dire, des théoriciens, c'est l'actualisation des cash flows futurs. En fait, une société n'a de valeur que si elle est capable de générer dans le futur des revenus et donc sa valeur aujourd'hui, c'est ce qu'elle sera capable de dégager demain. Sauf que pour ce faire, il faut avoir soit un bon plan financier, soit une magnifique boule de cristal pour pouvoir déterminer les cash flows futurs. Donc, ce que nous faisons généralement, nous, c'est avec le patron d'entreprise, d'établir un business plan qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire stable dans le temps pour avoir une idée de ce que la société pourrait dégager. Ces cash flows sont actualisés. Je vous passerai également les détails parce que bon, c'est une méthode d'actualisation sur base d'un taux d'actualisation qui varie selon la situation bilantaire de la société et le niveau de risque par rapport à la société. Mais grosso modo, pour une société relativement stable et avec un niveau d'endettement qui est essentiellement de la dette financière, on va se retrouver avec des taux d'actualisation qui sont relativement bas, 7 à 8%. Par contre, pour une société qui est très capitalistique et dans un secteur plus risqué, les taux d'actualisation peuvent monter jusqu'à 13, 14, 15, sachant que plus le taux d'actualisation est élevé, plus il pèse sur la valeur de l'entreprise et donc diminue la valeur de l'entreprise, et inversement si ce taux est bas. Donc, même logique, une fois qu'on a actualisé les cash flows futurs, on obtient la valeur économique de la société, donc de l'actif économique, l'enterprise value, à laquelle il faut, comme dans la méthode précédente, ajouter la trésorerie excédentaire, retirer les dettes financières et assimilées pour obtenir la valeur des parts de la société. C'est ce qui est expliqué ici, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Oui, le taux d'actualisation, c'est ce qu'on appelle le WACC, encore une fois en bon anglais, ça, savoir le coût moyen pondéré du capital. Donc, on n'utilise pas automatiquement un taux de 10% pour actualiser. Il y a quand même un petit travail à faire et un travail assez précis sur le calcul du WACC, parce que selon qu'on actualise à 7-8% ou à 15%, on peut avoir une valeur qui varie du simple au double. Voilà, donc tout ça pour nous dire, petit tableau en bas à droite, cette méthode appliquée avec différents taux d'actualisation qui varient entre 10, 7 et 14, nous amène sur une fourchette de valeur qui peut être au plus bas à 3,6 millions, c'est en bas à droite du tableau, au plus haut à 4,350 000, c'est en haut à gauche. Donc vous voyez qu'il y a quand même là 700 000 € de variables entre les valeurs basses et les valeurs hautes. Donc il faut pouvoir utiliser de manière très précise cette méthode si on ne veut pas avoir tout et n'importe quoi comme résultat. Donc au total, cette société résumée des 3 méthodes appliquées, l'actif net corrigé forcément ne se calcule que sur la dernière année. Ça ne sert à rien d'aller calculer le patrimoine d'il y a 5 ans de la société, ça n'a aucun sens. Donc cette société avait des fonds propres corrigés de l'ordre de 3,8 millions en 2019, c'est un exemple donc qui date un peu, et des méthodes basées sur les rendements qui variaient entre 3,9 millions et 4,2 millions, 4,3 millions. Voilà, donc ça permet de dire que cette société devrait pouvoir être valorisée dans une fourchette de 3,9 millions à 4,3 millions. Les leçons à tirer de tout ça, parce que ces méthodes, je pense que les patrons d'entreprise les comprennent très difficilement, c'est que vous voyez bien, il faut penser à maximiser ses rendements, à maximiser sa trésorerie et diminuer son endettement. Donc, je reviens avec ce black ou cette optimisation des bénéfices qui vise à diminuer au maximum la rentabilité de la société.
c'est pas une bonne réflexion et c'est pas une bonne stratégie quelques années avant la cession de la société. De la même manière, s'endetter 2 ans ou 3 ans avant la cession au travers d'un gros investissement, si cet investissement n'a pas encore produit ses résultats, malheureusement, l'acquéreur ne va pas aller corriger l'endettement financier lié à cet investissement. Il va le répercuter sur la valeur de la société, il va le répercuter de manière négative sur la valeur de la société. Donc, c'est toujours bon, même 2 ou 3 années avant de penser à la cession de la société, de faire cette photo de cette évaluation pour savoir quels sont les paramètres, donc les drivers de cette valeur, de manière à y travailler pendant 2-3 ans avant la cession pour en obtenir un meilleur prix le moment venu. Oui, donc ici 2 slides qui sont un peu d'actualité. On nous pose souvent la question, Monsieur Dehoux, est-ce que c'est encore le bon moment de vendre la société avec tout ce qui se passe, hein, le Covid, les crises, etc. Alors bref, il y a toujours des acheteurs, il y a toujours des vendeurs, l'économie ne s'est pas arrêtée, Dieu merci, mais c'est vrai que ces crises ont quand même pas mal d'impact sur la valorisation des sociétés. Sur les méthodes patrimoniales, oui, si la société a connu des difficultés dans les années 2020-2021, les bénéfices ou les pertes sont venus impacter les fonds propres et donc les fonds propres ont baissé, la valeur de certains actifs immobiliers ont baissé, les créances, créances douteuses ont augmenté. Donc, effectivement, la qualité de la société et de son portefeuille client est impactée par ces crises. Les méthodes comparatives, je ne vous fais pas un dessin, hein, si les rendements ont été moindres pendant ces années de crise, forcément les cash flows ont été moindres. Les multiples, vous l'avez vu, tendance 2021, ont plutôt tendance à diminuer. Donc, les bidas diminuent, le multiple diminue, la trésorerie est consommée soit par certaines pertes ou certains cash drains, ou elle est immobilisée dans du stock, donc elle diminue. Pour ce faire, la société a peut-être dû s'endetter, a dû faire appel à des straight loans, la dette augmente. Donc vous voyez que tous les paramètres qui interviennent dans la valorisation de la société, s'ils passent du mauvais côté de la barrière, eh bien, impactent très fortement la valeur de la société. Alors, il nous reste le DCF pour convaincre l'acquéreur que l'avenir sera meilleur et que le soleil va revenir, mais comme on dit dans notre jargon, personne ne payera pour sa propre sueur. Demander ça au pied de l'Alpe d'Huez à un cycliste, si c'est lui qui doit faire l'effort pour le monter, il ne va pas payer le motard qui le fera à sa place. Voilà, donc effectivement, ces crises impactent terriblement la valeur. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais elles impactent également le financement, c'est-à-dire qu'on a vu que les banques avaient relevé leurs exigences en termes de fonds propres pour certains financements. Les taux augmentent également, là où on pouvait s'endetter à moins d'1% par le passé pour faire l'achat d'une société. Aujourd'hui, sauf confirmation, on est plutôt à du 4, hein, quelque chose que 3,50, 4, voilà. Et donc les niveaux de garantie également demandés sont plus élevés. Et par ailleurs, les banques, on les comprend, vu les crises à répétition, vont bien analyser la capacité de remboursement de la société parce que c'est ça qui va faire que demain les crédits vont pouvoir se rembourser. Et alors, cette crise a également des impacts sur les modalités de la transaction. Parce que certains acquéreurs veulent bien croire que le futur ne sera pas le même que le passé. Et donc, participer un peu à l'ascension de l'Alpe d'Huez ici, c'est-à-dire à la croissance de la société, mais alors il va prendre une certaine sécurité au travers d'un paiement différé, en disant ok, je suis d'accord de vous donner, si la société vaut 100 sur base de ses revenus futurs, moi je suis prêt à vous en donner aujourd'hui 70 ou 80, les 20 viendront si la société réalise les résultats qui sont prévus, avec la difficulté qui sera plus là pour les réaliser, que ce sera une partie du travail. Donc voilà, c'est quand même des négociations qui sont pas faciles. On dit souvent aussi dans notre jargon qu'un tien vaut mieux que 2, tu l'auras pas. Donc il vaut mieux dans ce cas-là réduire au maximum les paiements différés et les compléments prix, les compléments de prix variables. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi le timing. Il me reste combien de temps? Écoute, on a beaucoup parlé de technique. Maintenant, je pense que tu as encore des slides très intéressants à présenter, mais c'est vrai que, encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. Alors là, j'amorce un point
qui va être expliqué par Alexia à mes côtés. Il ne suffit pas en fait de déterminer la valeur d'une société dans l'absolu, encore faut-il se mettre dans les chaussures de l'acquéreur pour voir si le prix auquel, ou en tout cas la valeur à laquelle on arrive, est finançable. Et donc classiquement, si une société vaut 100, la banque va généralement demander 25 à 30% de fonds propres. Donc, dans mon exemple, de 150 à 300 sur une valeur de société de 1000. Alors, ces 25 à 30% qu'on appelle fonds propres, ce n'est pas nécessairement les fonds apportés uniquement par le repreneur de la société. Il peut se trouver des associés passifs, il peut proposer le dossier à des investisseurs type société de capital à risque. Il y a pas mal d'invest en région wallonne. Et de la même manière, il peut utiliser, lorsque c'est possible, tout parti du cash excédentaire de la société cible pour constituer les fonds propres de son acquisition. Le reste devra être emprunté. Alors, classiquement, bon, il y a la banque qui va généralement demander, accepter un financement sur des périodes de 5 à 7 ans pour du fonds de commerce et du goodwill. Enfin, quand je dis fonds de commerce, pour l'activité, parce que le fonds de commerce est en société. S'il y a du dur, donc s'il y a de la brique dans la société, on peut imaginer que ce financement monte jusqu'à une dizaine d'années. Mais il n'y a pas que la banque qui peut apporter de la dette et donc du financement. Il y a des prêts subordonnés, donc des prêts complémentaires qui peuvent être apportés par la SOALFIN, par les Invest, et aussi le prêt coup de pouce si on a de la famille qui souhaite ou des amis qui souhaitent, comme le nom le dit, donner un coup de pouce pour aider l'acquéreur à financer son acquisition. Les vendeurs n'aiment pas trop, mais il est aussi possible de demander un crédit vendeur. Donc là, le prix est déterminé, mais dans mon exemple, à 1000, on pourrait très bien dire le vendeur fait crédit sur 10% et donc accepte d'être remboursé de 10% de son prix de cession à terme de X années, les plus courts est le mieux évidemment pour limiter son risque. Et alors attention aux garanties parce que classiquement dans le financement d'une acquisition, si c'est la société faîtière qui s'endette pour acquérir la société cible, elle ne peut pas, ou en tout cas sous certaines conditions uniquement très strictes, mettre en garantie les biens qui appartiennent à la société cible. Voilà, donc dans mon exemple, la société vaut 1000, c'est ce qui est en orange dans le bas du schéma. On constitue une holding qui amène 35% de fonds propres. Voilà, un capital de 350 qui est amené à 200 dans mon exemple par le repreneur. Il a trouvé un gentil investisseur qui complétait par 150, donc il y aura 43% du capital de la société. Reste à trouver 750 de financement. La banque est convaincue de financer 400 sur ces 750. Reste à trouver de la dette subordonnée au travers d'un invest, par exemple, qui prêtera 250 dans mon exemple. Alors, est-ce que la valeur de 1000 est crédible ou pas? Eh bien, pour pouvoir rembourser la banque et le prêt subordonné, c'est ce qui se trouve en bas à droite, il va falloir, bon, mes taux n'ont pas encore été actualisés, donc 7 ans à du 2% et un prêt subordonné à 5%, ça fait 62 000, 43 000, ça fait un bon 110 000 euros à rembourser par an. Est-ce que la société a les cash flows disponibles pour remonter vers sa société mère, société holding, 110 000 euros par an net, hein, donc ça doit être du bénéfice net? C'est là qu'est la vraie valeur de la société. Alors, je ne dis pas que toutes les sociétés sont vendues sur base de leur valeur de rendement et sur base de leur capacité à se financer, parce que certains acquéreurs achètent des outils. Et quand je dis des outils, achètent des structures. Exemple, dans la construction, aujourd'hui, il y a un manque de personnel et le personnel ne souhaite plus non plus faire des kilomètres pour aller travailler sur des chantiers qui sont à 1 heure, 2 heures de là. Et donc, certaines sociétés de construction achètent un outil, c'est-à-dire une localisation du personnel, du matériel à un endroit, sachant que ce seront elles qui feront dans le futur le rendement et qui rentabiliseront cet outil. Donc, il est parfois possible, et c'est aussi notre job en tant qu'intermédiaire, d'aller vers les bons acquéreurs dans ce cas-là, pour leur vendre non pas une machine à cash, mais pour leur vendre un outil avec lequel ils pourront, remis dans leur environnement, faire rentabiliser cette société. Oui, c'est important aussi. On a souvent l'impression, on a souvent le patron qui nous dit écoutez, moi, ma société, c'est ce qui est à gauche, c'est la valeur de ses fonds propres plus un goodwill.
Alors, mais le goodwill, ça n'existe pas par définition. C'est pas parce que l'entreprise existe depuis des années, a une belle notoriété. Si cette société ne dégage pas de rendement, c'est-à-dire si sa valeur de rendement n'est pas supérieure à sa valeur des fonds propres, c'est une société, schéma de droite, qui génère du badwill. Donc, il n'y a pas nécessairement du goodwill. C'est vrai qu'on a parfois certaines discussions avec certains experts comptables, j'ai envie de dire plutôt de la vieille école, qui rajoutent systématiquement du goodwill au fonds propre des sociétés. Le goodwill, ça n'existe pas par essence, ça existe lorsqu'il y a des valeurs de rendement qui dépassent les valeurs des fonds propres corrigés. Alors, vu le temps faible qui me reste, je vais très rapidement passer sur le point suivant. Je ne vous ai parlé ici que de chiffres. Or, il y a énormément d'éléments qui impactent la valeur d'une société. Elle peut avoir de très beaux bilans, mais ces bilans reposent sur, par exemple, des éléments commerciaux, un client qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Quid si ce client disparaît demain? La rentabilité disparaît. Donc, si on ne lève pas le nez du bilan pour aller voir, analyser un peu le portefeuille produit client de la société, on passe à côté d'éléments importants dans la session. Au niveau organisationnel, si le patron est ce que j'appelle pour les anciens qui connaissent bien ce musicien, le Rémi Brica de la gestion de la société, il est là, il joue tous les instruments, le financier, le commercial, le technique, il est là à 5 heures du matin, il ferme la société à 20 heures, week-end et vacances compris, ça va fuir les cédants. Ou si ça ne les fait pas fuir, ils vont se dire qu'il faudra 4 personnes pour le remplacer et ils vont donc impacter la rentabilité de la société. Idem pour des problématiques d'environnement, idem pour des problématiques de permis. Donc, lorsque nous faisons une évaluation de la société, nous faisons également ce qu'on appelle ce diagnostic transmission à 360 degrés, où on essaie de pointer les points forts et les points faibles qui peuvent impacter la valeur de la société. Donc, je passe complètement cette partie parce que je pense que je pourrais y passer la nuit. C'est pour chaque cas d'espèce des aspects tout à fait spécifiques. J'en viens sur le processus de cession et acquisition que je ne vais pas trop vous détailler, mais tout simplement pour vous dire que le processus d'acquisition, c'est le processus qui permet de convertir la valeur en prix. La valeur, c'est quelque chose de mathématique. Le prix, c'est ce qui est négocié. Donc, si on négocie mal les choses, on ne convertit pas l'essai et on n'arrive pas à faire de la valeur un prix. Alors, le processus de cession, c'est quelque chose qui est en partie mécanique, à savoir différentes étapes. On prépare une cession, c'est l'évaluation et les différents éléments dont j'ai parlé. C'est ensuite une étape de prospection. Il faut aller à la chasse, à la pêche aux acquéreurs et essayer d'en ramener le plus possible au même moment pour les mettre en concurrence. C'est bien cadrer l'audit que l'acquéreur va faire de la société pour ne pas, j'ai envie de dire, se faire démonter à ce moment-là et accepter des fausses moins-values sur la société. Et couvrir tout ça dans une transaction et dans une convention qui sera digne de ce nom. Sans compter qu'en plus, et j'ai envie de dire, c'est le principal, et c'est là qu'on passe le plus de temps, une négociation se passe entre deux humains, généralement, ou deux groupes d'humains dans lesquels il y a des cédants et des repreneurs, avec chacun leur problématique et leur vision du monde qui peut être tout à fait opposée. Je suis dans la caricature ici, mais peu. Le cédant va être plutôt un homme du passé, il va vous faire l'historique des 20 ou 30 dernières années avec toutes les difficultés qu'il a connues. Donc lui, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est du pipeau. L'acquéreur, lui, il vient de s'endetter et il va devoir, pour les 7 prochaines années, affronter justement ces aléas. Donc, il ne réfléchit pas de la même manière. On a souvent quelqu'un d'âgé, avec ses vieilles méthodes, avec une conception peut-être différente de la société, un repreneur un peu plus jeune, qui a peut-être des choses qui sont plus difficiles à faire comprendre à un cédant qui pense à sa pension. Wheeling est passé avant en lui expliquant que pour pouvoir garder le même niveau de vie, il aurait besoin de 4 millions de valeur de cession. Closing a fait la valeur de la société et l'acquéreur également. Nous sommes arrivés malheureusement à 2. Donc la valeur de la société, c'est pas voilà, c'est pas nécessairement le capital que Wheeling pourra placer et gérer demain pour assurer la pension du gérant. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, s'il n'y a pas un moment, un bout de chemin qui est fait
de la part des deux parties d'un côté vers l'autre, tout ce que j'ai expliqué avant ne sert à rien. C'est jamais un tableur Excel qui va convaincre un acquéreur d'acheter et c'est jamais un tableur Excel qui va convaincre un cédant d'acheter. Si bien que je terminerai par cette petite phrase d'Albert Einstein qui dit que parfois, ce qui compte ne peut pas être compté et ce qui peut être compté ne compte pas. Voilà. Merci Thierry pour cette magnifique présentation. Certes assez technique, mais nous avons des comptables et des experts comptables en face de nous, donc ils ont certainement suivi tout ça. Merci d'avoir mis aussi l'accent sur cet aspect plus émotionnel, forcément humain, hein, parce que c'est vrai qu'il nous arrive aussi de devoir gérer un peu ça. Un cédant a forcément tendance à valoriser son bébé, probablement peut-être un peu trop, là où un acheteur va évidemment essayer de ramener le prix plus bas. C'est de la négociation, c'est de l'émotion, et bon, c'est vrai que ce sont des choses dont on doit évidemment tenir compte. Merci pour tous ces détails. Vous recevrez le lien du webinaire, pas nécessairement les slides, mais donc vous aurez toute l'occasion d'éventuellement revoir ceci à votre aise. Je ne résiste pas à l'envie de passer maintenant la parole à Alexia de Laquétulle, qui est gérante d'une des agences AXA Bank qui font partie du groupe Wheeling. Nous sommes acteurs en crédit, essentiellement hypothécaire, en tant que courtier indépendant. Nous travaillons avec 10, 15, 20 banques, mais nous avons aussi cette historique dans le groupe, quelques agences AXA, Crélan maintenant, puisque cette fusion a donné une taille prépondérante à la banque. Alexia va nous présenter la vision évidemment du banquier qui, une fois que le bébé est bien présenté et bien accompagné, va pouvoir évidemment accompagner l'acheteur à ce moment-là pour financer évidemment le produit de cette belle analyse. Avec vous, mesdames, messieurs les comptables, avec les spécialistes des mergers and acquisitions, et tout ça arrive chez toi, Alexia. Comment vois-tu les choses? Alors, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Alexia de Laquétulle. Donc, je suis, comme Gilles l'a dit, une gérante d'une agence bancaire AXA Bank Crélan. On a, ça je pense que c'est important de le dire, on a 4 agences en Belgique. Donc, Arlon, 2 sur Bruxelles et 1 sur Gand. Je pense que je vais passer toute la partie technique où je vais aller en tout cas très vite. Thierry, on fait ça de manière très bonne, voilà, très bonne. Donc sur toute la partie technique, et je vais en tout cas vous présenter 2 exemples de dossiers qu'on a fait. Donc on a fait passer par rapport aux agences AXA. Donc voilà. Les exemples, on y va. Donc, je vais quand même passer les slides qui étaient prévus. Donc, quand il y a une acquisition qui est là, on peut le financer de différentes façons. Thierry en a parlé. On parle de fonds propres, mais donc il y a effectivement tout ce qui est crédit externe et on parle de nous. Le grand principe général de la banque, c'est que la banque prête à des clients, pas tous les clients, c'est pour ça que j'en parle, qui ont prouvé donc une capacité de remboursement suffisante pour financer un projet qui doit être forcément légal et en offrant des garanties qui doivent être maîtrisables. Donc, alors qui la banque va prêter à qui? À des indépendants, à des professions libérales, aux petites et aux moyennes entreprises, avec une structure qui doit être nécessairement transparente aussi. AXA Bank Crélan aujourd'hui ne s'occupe pas de tout ce qui est grandes entreprises. Il y a une attention particulière qui est faite pour tout ce qui est starter, donc pour les clients qui ont moins de 3 ans et dans certains secteurs qu'ils appellent à haut risque, comme l'ORECA, les entreprises de construction générale, de transport ou de l'alimentation. Pour ces clients-là, la banque habituellement demande 100% de garantie réelle et un minimum de 25% d'apport personnel. Thierry en avait parlé, en tout cas tout ce qui est profession libérale, c'est pas toujours nécessaire. Donc, l'apport personnel n'est pas toujours demandé. Un point très très important, c'est que la banque, en tout cas, a une politique très très restrictive dans certains cas. Les cas de faillite dans les 5 ans pour certains clients ou de clients fichés sont quasi impossibles. C'est important de le savoir et que la banque a des fichiers qui sont mis à jour et peuvent aller vérifier ça assez régulièrement. Elle ne fait pas tout ce qui est import-export, tout ce qui est secteur hospitalier, club sportif, ASBL. Les grosses promotions immobilières sont aussi exclues de notre politique. Et tout ce qui est entreprise de droit étranger ou entreprise étrangère.
Alors, ça, je vais passer assez vite parce que Thierry en a parlé. Le plus important, en fait, est ici, donc, est l'approche financière du projet. Comment? Ça, ce sont tous les produits qu'AXA produit. Le plus important est l'équipement for Pro qui concerne les rachats de fonds de commerce et de participation. Tu avais parlé de durée de crédit jusqu'à 8 ans. Chez nous, on peut aller facilement jusqu'à 10 ans. Tout en effectivement mettant l'attention sur la durée de vie économique de l'actif qu'on va financer. Donc, ça peut être beaucoup plus court. L'approche financière et donc en fait le travail du comptable et le travail de closing reste l'élément le plus important, plus que le secteur d'activité ou autre chose. C'est le travail le plus important pour voir si un dossier est bon chez nous ou moins bon. Les éléments positifs, ça c'est assez clair, hein, donc la solvabilité, les liquidités, rentabilité, l'apport de fonds propres est très important dans la vision que la banque peut avoir d'un dossier. Il est très important aussi par rapport à la banque, c'est de fournir un plan financier. Chaque fois que c'est une activité qui est débutante ou lors d'investissement où il y a des grosses modifications, le plan financier est nécessaire. Celui-ci doit être signé par le comptable et également par le client. Voilà, ça c'est les différentes garanties qu'on peut trouver quand on fait un crédit hypothécaire. Je vais aller assez vite aussi, mais les garanties générales comme la caution du gérant ou la cession de salaire. Il y a des garanties mobilières, des dépôts bancaires ou aussi de dossiers titres qui sont valorisés différemment en fonction de votre profil de risque. Des polices d'assurance branche 21-23 et également des mises en gage d'actions de la société. Dans les garanties immobilières, ça c'est assez clair, on prend souvent le prix d'achat ou la valeur pro-fiscaux. Si on n'a aucun des deux, on peut aussi faire appel à un expert agréé. Nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Gudrun, et donc on prend la valeur vente de gré à gré. Les garanties publiques, tu en as parlé aussi, Thierry, Socamut, Sobalfin. Voilà. Le plus important de savoir, c'est que chaque dossier est vraiment unique. Donc, quand vous venez nous voir chez AXA, plus vous aurez fait un dossier qui est très étayé, au plus facile, l'analyste chez nous pourra comprendre le dossier et l'accepter. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qui était le plus important et que je voulais vous montrer. Donc, 2 cas qui ont été faits par des agences AXA Bank et qui ont été assez simples. Les noms sont des noms d'emprunt. Hein. Ici, on a le cas d'un... C'était assez évident, merci. Oui, c'est évident. Donc ici, on a le cas d'une société, d'un monsieur qui vend des tapis et qui veut prendre sa retraite. Il veut simplement transmettre la société à son fils qui va reprendre la société. Ce fils travaille déjà pour la société depuis 8 ans. Il est client bancaire AXA depuis un petit temps avec un crédit hypothécaire, une maison. Donc l'entreprise était existante depuis 1979, mais en société depuis 2010. La société n'est pas encore cliente chez nous. Donc, comment est-ce que le comptable, en fait, parce qu'il faut savoir que c'est jamais nous qui construisons le dossier, hein, donc le dossier vient construit chez nous et on voit comment est-ce qu'on peut le financer. On a créé ici une société de holding qui, elle, acquiert les parts de la société de tapis de base, hein, la société mère. Le gérant de la société mère avait le magasin, ça lui appartenait en personne physique, et donc la société de holding rachète également le magasin au gérant actuel. Pour ça, on l'a financé via 2 crédits différents. L'Equipment for Pro qui est pour l'acquisition d'actions. Le prix de vente ici est de 100 000 €. On a financé 80%, 85%. L'Immofor Pro, donc ça c'est le rachat du bâtiment. On a pu le faire ici puisque le bâtiment n'était pas dans la société cible. Elle était détenue par la personne, donc on a pu le faire simplement quand on a un achat immobilier. Pour l'Immofor Pro, tu en avais parlé, mais à ce moment-là, on peut le faire sur 20 ans. Voilà, ici je ne vais pas aller en détail, c'est vous les comptables, hein, mais on nous a montré la capacité de remboursement des 2 sociétés. La société de holding, voilà, on fait passer des management fees de la société mère pour 50 000 €. On a un loyer supplémentaire de 12 000 € de
la société mère également. Il y a des dividendes qui sont remontés, on a un salaire en moins payé et on rembourse les crédits. Ça nous fait une capacité de remboursement qui est suffisante et qui est de 6 000 €. Pour la société mère, bien, on paye un management fee forcément, le loyer, il n'y a plus de paiement de salaire et le salaire du père a été diminué, donc on a assez en fait pour payer le dividende qui avait été planifié. Voilà. En conclusion, ce qui est important ici, c'est qu'on n'a pas pris le repreneur comme un starter, puisqu'en fait, il était déjà dans le secteur depuis un bon bout de temps, que la capacité de remboursement est démontrée, donc l'accord a été assez facile, l'étude là est assez simple. Voilà, je vais passer à la deuxième. La deuxième est un peu plus compliquée et je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe. Donc c'est un monsieur qui a 3 enfants et qui décide effectivement aussi de prendre sa pension. Un des fils travaille chez lui depuis un petit temps et voudrait reprendre la société. Le souhait important, c'est que le papa ne souhaite pas léser les 2 enfants qui ne travaillent pas avec lui, qu'il souhaite avoir des fonds propres et qu'il souhaite également conserver des droits de regard par rapport à sa société. Comment est-ce que le dossier a été présenté? Donc la société a été valorisée en 2016 pour 1 350 000 €. Ils ont d'abord réduit le capital via des distributions de réserves incorporées, donc pour un montant de 691 200 €. Le papa a attribué 324 parts au fils en contrepartie de son investissement non rémunéré pour toutes les années où il a travaillé dans la société. Ça a été calculé simplement en calculant sa rémunération qu'il aurait dû avoir, moins son salaire réellement perçu par rapport au nombre d'années. Il a donné les 300 parts aux 3 enfants, sans chacun, comme ça aucun enfant n'était lésé. Le fils a créé une société de holding dans laquelle il a apporté, via un apport en nature, les titres qu'il a reçus. Il a racheté avec sa holding 125 parts du papa. Le papa, il lui restait une part. Bon, après, les montants, ils sont là. Il a racheté également la part de ses 2 frères pour un prix de 175 880 €. Donc, il en résulte que le holding avait 749 parts et le papa en a encore une, donc ça permet son droit de regard. Comment est-ce qu'on a réalisé le dossier? Simplement, eh bien, la société mère a financé la réduction de capital pour avoir les fonds de 691 200. On a fait pour ça un crédit sur 10 ans. La holding, elle a financé le rachat de parts, les parts du papa et les parts des frères et sœurs. Donc, c'est un equipment for pro sur 10 ans également. Quelles sont les garanties? La société mère avait de l'immobilier, donc on a simplement repris la marge qui existait sur l'hypothèque qui était là et on a fait un dégage sur le fonds de commerce. On a la caution du gérant aussi, donc du fils. Sur la holding, on a simplement fait un nantissement des parts financiers et la caution du fils également. Donc en fait, ce qui est important ici, c'est ce système de debt plus down dont on parle. Donc c'est si la société cible dispose du cash, on peut, par certains montages, utiliser ce cash dans le rachat, envisager des superdividendes, faire une fusion de sociétés. On peut faire un financement dans la société cible, c'est ce qui a été fait ici. On peut faire aussi également une avance de la société cible, mais elle doit être justifiable et rémunérée. Je pense que tu en as parlé un petit peu, Thierry, juste avant. Donc, chaque dossier est vraiment différent. Il faut chercher la solution avec le comptable, le client et la banque. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Alexia. Petit point intéressant et que tu n'as pas expliqué, et peu de gens sont peut-être déjà au courant de ça, c'est que suite à cette fusion entre AXA et Crélan, vous êtes devenu la 5e banque belge, en fait, qui est la première banque derrière les 4 banques retail, et que vous avez mis l'accent vraiment vers les crédits professionnels, les crédits d'investissement. Donc, vous devenez vraiment un nouvel acteur sur ce marché du crédit d'investissement, on va dire. Pour nos amis comptables, c'est important de le savoir, puisque forcément, on avait toujours plutôt tendance à aller vers les 4 banques retail, mais AXA, Crélan,
Crélan a vraiment envie de prendre une part là-dedans. Crélan aussi avec tout son passé dans certains secteurs dans lesquels ils étaient bien connus, me semble-t-il. Donc je pense que Crélan le fait depuis longtemps, AXA commence depuis quelques années et maintenant il espère devenir un des grands acteurs. Voilà, ça devient vraiment stratégique chez AXA Crélan. Donc mesdames, messieurs, sachez-le pour vos clients, closing aussi, Thierry, tu le sais maintenant. Mais donc voilà l'idée. Tu ne pouvais pas évidemment donner énormément d'exemples, mais j'ai entendu aussi dire qu'il y avait d'autres dossiers de plusieurs millions avec ou sans garantie, etc. Il y a vraiment une envergure intéressante qui... C'est très difficile de parler de Bien sûr, on peut pas règles parce que toutes les règles voilà. sont... Mais donc, je pense que vous n'avez rien à envier encore aux banques retail et donc qui commencent à entendre parler de vous, évidemment. Voilà, très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Je ne sais pas si on a reçu déjà toute une liste de questions, mais avant d'avoir exactement celle-ci, moi j'ai déjà une première question pour Thierry, parce que tu as passé du temps sur l'aspect technique et c'est évidemment important avec des techniciens du chiffre en face de nous, mais quand faut-il idéalement faire appel à closing? C'est pas la veille du jour où on veut céder son entreprise, il y a peut-être de temps en temps des choses à préparer, il y a un processus. Quel est le bon timing pour savoir évidemment quand un dossier peut être pertinent à préparer et quel est l'horizon de temps qu'on peut s'attendre pour une session réussie? Alors, il y a deux timings différents selon qu'il s'agit d'une session externe, enfin vers l'extérieur, donc et une session en interne, intrafamiliale. Donc, les sessions intrafamiliales peuvent prendre 5 à 10 ans. C'est tout un travail de préparation. De former son successeur, de préparer la société, de faire les vases communicants entre cédant et repreneur. Donc, je n'aborde pas trop cet aspect-là, mais quand on entend qu'il faut 5 à 10 ans pour remettre une société, on parle de ça. Là où on intervient, nous, le plus souvent, ce sont des sessions donc, vers des tiers, vers l'extérieur. Céder une société à partir du moment où on a décidé de le faire et que la société est prête, jusqu'au closing, ça prend une bonne année. Ça prend un peu moins si on va vite, ça peut prendre 2 ans si la session est un peu plus compliquée et si on est dans un secteur un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette année-là? Donc, c'est évaluer la société, c'est voir un peu traiter ses points forts, points faibles pour savoir ce qu'il faut corriger. Donc, quand on dit habiller la mariée, moi je dis oui, mais pas trop la maquiller parce que Non, bien sûr. Ça finit par se voir. Donc, c'est préparer tout ce qui doit l'être dans la société. C'est ensuite faire un travail, et ça c'est notre job et c'est ce qui prend le plus de temps. S'il n'y a pas d'acquéreur identifié, c'est déterminer une shortlist de candidats que l'on peut contacter, parce qu'on ne peut pas mettre sur le site internet ou sur la façade de la société à vendre. Donc, c'est contacter ces acquéreurs. Si ce sont des acquéreurs qu'on dit stratégiques ou des grosses entreprises, ça doit passer par des conseils d'administration, ça doit passer par toute une série de processus de décision. Donc, trouver ces acquéreurs, les motiver, les amener à la table de discussion et avoir des décisions, ça prend 3, 4, 5 mois. Et là, j'en suis à une marque d'intérêt qui a été approuvée par le cédant et où une offre a été acceptée. Reste ensuite un processus plus technique où l'acquéreur va mettre en piste des réviseurs ou autres auditeurs pour analyser la mariée ou analyser le chat qui jusque-là était dans le sac pour savoir si ce qu'il achète n'est pas trop risqué. Et tout ça va être traduit dans une convention. Ça prend encore 2 à 3 mois. D'où cette année pour faire une session complète de la société. Là où on peut préparer un certain nombre de choses, c'est sur l'évaluation préalable. Il ne faut pas attendre la veille de la session pour faire cette évaluation. On peut la faire 1 an, 2 ans, 3 ans avant pour avoir déjà une idée de ce que la société peut valoir et pas se faire un film sur la valeur de la société. Déjà voir ce qui bloque dans la session ou ce qui amoindrit la valeur de la société pour le corriger. Donc voilà, la phase préparatoire d'évaluation 2-3 ans à l'avance idéalement. Et là, je pense que c'est une bonne chose au niveau des experts comptables de conseiller ça à vos clients. En plus, c'est des budgets chez nous de l'ordre, je vais dire, de 5 000 € pour une société normalement constituée, pas trop compliquée, avec des ramifications, des intercos, etc. Et ces honoraires sont financés à 75% par les chèques entreprises de la région wallonne. Donc, j'ai envie de dire, pour 1 000 à 2 000 € coût société net, on a une expertise complète de la société et on a une évaluation complète de la société qui permet de fixer un cap pour aller vers la cession. Et puis vient la deuxième étape que j'ai expliquée, mais c'est là, je vous dis, si elle se passe normalement, c'est une bonne année.
Merci. J'ai une question ici qui concerne les sociétés ou les cibles qui ont un ou plusieurs biens immobiliers, donc aux actifs de la société, qui ne sont pas nécessairement liés au business plan et à l'activité principale de la société. Quelle est l'attitude à avoir par rapport à ce genre de schéma? Est-ce qu'on va plutôt vers des scissions d'entreprise pour vendre ce qui est plus intéressant à vendre, ou imaginer qu'une famille veut garder les biens immobiliers pour en avoir certains rendements locatifs? Est-ce qu'on peut encore imaginer avoir ces montages ou ces habillages de la mariée, si je peux dire, qui doivent être faits en temps voulu, évidemment, avant le processus clair de cession? Alors, nous ne sommes pas fiscalistes, donc ce que je peux dire, c'est ce que l'on voit chez nos clients. Oui. Et on voit tout et son contraire. Donc, c'est une réponse un peu... Jusqu'il y a peu, on nous disait si la scission, séparation immobilier-exploitation, s'est faite 3 ans avant la cession de la société. Donc, ce n'est pas tout à fait la même orthographe. La neutralité de cette scission est acquise, il n'y a pas de risque. Maintenant, on nous dit non. Ça, c'est plus vrai. Il faut en fait une justification économique qui tienne vraiment bien la route. Et donc, il ne faut plus nécessairement le faire après attendre le délai de 3 ans. Si ça se fait l'année précédant la cession de la société, c'est possible. Donc, je pense, enfin moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'une scission, il faut un bon motif pour le faire. Donc, effectivement, ici, si on a des immeubles qui ne servent pas du tout à l'activité économique de la société, on a déjà ce qu'on nous dit, la belle histoire à raconter pour pouvoir justifier cette scission-là. Et puis, la mise en œuvre de la scission doit être faite correctement. Mais c'est vrai que se poser cette question-là 3 mois ou 6 mois avant de céder sa société, c'est trop tard. De la même manière, quand l'immeuble là sert à la société et est dans la société, ça peut être également problématique. Donc le sortir, c'est trop tard pour en faire une société immobilière. Donc je n'en ai pas parlé ici dans les méthodes d'évaluation, mais on arrive souvent à ce que, à ce moment-là, l'actif net corrigé de la société, quand on a compté la valeur du bel immeuble, soit supérieur à sa valeur de rendement. Donc on est dans le petit schéma que j'ai présenté, dans un badwill, c'est-à-dire que, et on se trouve à ce moment-là face à une difficulté de financement, à savoir que le cash et le rendement généré par la société sur une période de 7 ans, voire 10 ans, n'est pas suffisant que pour avaler l'exploitation, enfin financer l'exploitation et financer l'immeuble. Donc là, voilà, il y a certains montages parfois où il faut sortir l'immeuble vers une société immobilière, quitte à devoir exprimer la plus-value, mais alors financer, comme ça s'est fait ici, l'immeuble sur 20 ans. Le cash qui rentre, remonte et fait un tour dans la holding pour ensuite financer l'acquisition. Donc là, il y a vraiment cette question-là à se poser, que ce soit pour les immeubles qui ne sont pas affectés à la valeur, à l'activité de la société, que pour les immeubles qui sont également affectés à la valeur de la société. Très bien. Merci. Question sur... bon, on a mis le doigt sur la fiscalité, évidemment. Nous sommes en Belgique, donc c'est quand même une situation qui est compliquée chez nous. Beaucoup de messages sont sortis dans la presse, etc., mais pas toujours vraiment étayés par des volontés législatives derrière. Qu'attendent des futures réformes fiscales? Bon, ben là, je pense, à la limite, je peux me permettre un peu d'y répondre. On sait que les plus-values sur actions ne sont pas encore taxées en Belgique. Peut-être que demain, ça arrivera. On sait que les précomptes mobiliers vont peut-être éventuellement être revus. Bon, on sait que le taux d'imposition des sociétés est aussi sur la table, mais je pense qu'il n'y a aucun accord politique pour le moment. Donc, quelque part, il est difficile de déjà préjuger de ce que notre cher législateur fera, que ce soit sous cette législature-ci ou la suivante. Donc, mesdames, messieurs, bienvenue en Belgique. Je pense que nous devrons nous adapter en fonction de ça. Je ne sais pas si tu as un autre type de réponse par rapport à ces menaces ou ces opportunités qui vont arriver, mais bon, je ne lis pas dans le mar de café, toi non plus. Non plus, je ne suis pas du tout dans les sphères politiques, je ne suis pas du tout. Donc la réponse que j'ai donnée, simplement une réponse de bon sens. On est un des seuls pays en Europe où les taxations sur les plus-values de cession de parts n'existent pas, ou en tout cas si elles ne sont pas considérées comme spéculatives. Et les échos qu'on en a, c'est que à l'avenir, si ça reste dans une gestion normale de patrimoine, à savoir le patron d'entreprise qui s'est investi dans sa société, qui s'est créé un patrimoine au travers de sa société, qui est le moment venu la cède, voilà. Par contre, celui qui va
va acheter une société avec un fort levier financier pour la revendre dans les 3-5 ans, et donc là on est plus dans la spéculation et dans le courtage d'entreprise, là je pense que le législateur va à ce moment-là mettre le doigt dessus, quoi. Donc, effectivement, sur les précomptes, je n'en sais rien. Par contre, un point auquel il faut vraiment être attentif, ce sont sur les remontées de dividendes vers Murphy. Donc, c'est-à-dire que là où les RDT, à savoir que le revenu définitivement taxé dans la société cible pouvait remonter sans aucune taxation du jour au lendemain, vais-je dire, moyennant les conditions de détention d'1 an et de 10% de participation dans le capital minimum, pouvait remonter sans aucune taxation. On sent qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 mois, il y a eu un arrêt, je pense que c'est pas la Cour de Gand, qui a considéré ça comme un revenu dans la société holding avec une taxation à 25% dans la société holding. Donc plutôt que d'une remontée de cash directe le lendemain du closing, aujourd'hui, si on veut être prudent, si on écoute les fiscalistes que l'on rencontre sur notre chemin, il faut mieux pratiquer par avance, c'est-à-dire que dans l'exemple qui était de 400 000 € ici, de ne pas distribuer un super dividende de 400 000 € tout de suite, mais plutôt faire une avance à la société de 400 000 € qui est remboursée, quitte à avec un taux pendant un certain temps, quitte à ce que ça se fasse avec les liquidités qui sont là, hein, mais qui n'est pas, parce que ça se voit encore assez fréquemment, hein, si le jour du closing, l'acquéreur a besoin de la trésorerie qui se trouve dans la cible, et les banquiers, quand ils sont du même bord, et s'il s'agit de la même banque, l'argent ne fait qu'un tour de la table. Voilà, on attire quand même aujourd'hui notre attention sur le fait, enfin les fiscalistes attirent notre attention sur le fait qu'il faut être très prudent aujourd'hui avec ces remontées rapides de super dividendes vers les sociétés holding. Très bien. J'ai encore une dernière question pour toi, Alexia. Certains ont vu passer dans ton slide qu'AXA Bank, AXA Crélan finançait certaines possibilités de back service dans les plans de pension. Là, ça m'intéresse un peu plus en tant que courtier. Tu peux nous en dire un peu plus ? On le finance simplement. Donc, à partir du moment où un dossier est correct, une société peut demander un crédit pour permettre à un dirigeant de financer un back service quand il a encore la possibilité de le faire, hein, avec les limites de la règle des 80 qu'on connaît. C'était le précédent webinaire que nous avons organisé il y a 2 mois, souvenez-vous. Oui, c'est un crédit qu'on fait régulièrement. Voilà, donc ça sont des choses intéressantes à savoir aussi et très particulières quand même chez AXA Crélan. Très bien, nous avons eu d'autres questions, mais qui ont été posées probablement avant que vous en parliez, donc je pense qu'on peut considérer que vous y avez déjà répondu. Oui. Mesdames, messieurs, nous avons un peu dépassé le timing, ne nous en voulez pas, j'espère. Il me reste à vous remercier pour votre participation, bien sûr. Ceci était un nouveau webinaire comptable ou du chiffre. Il y en aura d'autres. Nous allons faire régulièrement ce genre d'exercice. Nous avons eu la grande chance aujourd'hui, merci à vous deux d'avoir participé, d'avoir fait cette contribution très intéressante dans ce sujet qui, je pense, est toujours un sujet important vu le nombre de cibles. Hein. Je sais qu'il y a plus d'un million de PME. Il y en a beaucoup à vendre aussi. Il y a des chiffres qui varient. Évidemment, la conjoncture joue un peu là-dessus. Merci beaucoup à toi, Thierry, à Closing. Hein. Alexia également pour AXA Crélan. Il me reste évidemment à vous souhaiter d'abord à vous, hein, mais également à vous, mesdames, messieurs, de joyeuses fêtes, puisque nous rentrons dans ce délai de fin d'année, hein, jours qui vont devenir plus festifs que professionnels, même si certains, dont nous, chez Willing, devons travailler très tard avec ces échéances fiscales que vous connaissez déjà, mais on réservera quand même un peu de temps pour nos familles et le fait de faire la fête. Merci à vous. Vous allez recevoir le lien de ce webinaire de manière à pouvoir le revoir gentiment à votre aise, évidemment. N'hésitez pas, vous aurez aussi dans les communications les coordonnées de chacun des intervenants. Voici les miennes, mais n'hésitez pas à passer par nous, évidemment, pour servir d'introduction tant chez Closing que chez AXA Crélan, bien sûr. Passez, mesdames et messieurs, une bonne fin de soirée. Je vous remercie encore pour votre participation. Merci à vous deux et à très bientôt.